Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, dit le président de la République. Oui, non, c'était pas les vœux de nouvelles, ça, c'était des vœux de construction. Eh bien, nous sommes aussi en guerre. En tout cas, nous sommes en observation vigilante, vous le savez, et auditeurs résistants Sud Radio. De quoi on va parler ? Eh bien, on va parler de la circulaire Blanquer sur les élèves transgenres qui vient d'être validée par le Conseil d'État. Eh oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va en parler avec Sophie Audugé, qui est déléguée générale de SOS Éducation. Ça veut dire qu'on peut choisir son prénom, son nom, son genre, où on en est exactement. Et puis, alors une chose formidable quand même, vous savez que la France manque complètement de lait, de poissons, etc. Vous savez que la France n'est pas un pays agricole. La France, c'est un peu le désert du Sahara ou du Kalahari. Eh bien, nous allons importer du lait de Nouvelle-Zélande. Oui, de la poudre de lait pour le moment, mais après, il y aura les kiwis et compagnie. De Nouvelle-Zélande. C'est pas beau, ça ? Eh oui, on n'a rien. Vous savez, en France, c'est le désert, donc il faut importer. Voilà. C'est l'Union européenne qui veut ça. L'Union européenne, on obéit, on obéit, sinon c'est pampan cucu. Attention. Et puis on va parler aussi de Marie Curie, Pierre Curie. Vous savez, parmi les plus grands savants français de l'histoire, de la science d'ailleurs, du monde. Eh bien, le pavillon des sources de Marie Curie va être détruit. Pourquoi ? Voilà. Ça a été décidé comme ça. Dans quelques jours, le jardin qui a fait Marie Curie. Et enfin, la présidente de l'université de Harvard démissionne. Et oui, parce que Harvard, Pennsylvanie, tout ça sont devenus des foyers woke, des foyers où on peut dire strictement n'importe quoi, sans que l'autorité n'intervienne. Sans que l'autorité fasse autre chose que de passer sous la moquette. Et puis enfin, en seconde partie d'émission, nous allons recevoir Didier Raoult. Didier Raoult, on ne le présente pas, évidemment. C'est un fondateur de l'IHU et directeur de l'IHU Marseille. Infection. Et puis aujourd'hui, voilà, la contre-offensive reprend. L'hydroxychloroquine, paraît-il, tue. Oui, elle a tué, paraît-il, en 2020. On ne va pas parler que de ça. On va parler d'éthique médicale, on va parler de corruption, on va parler d'intérêt. On va savoir, est-ce que le serment d'Hippocrate n'est pas devenu un sermon d'hypocrite ? À tout de suite. C'est Brigitte Lahaye. Pour cette nouvelle année 2024, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante. Alors faites-vous plaisir et accordez-vous vos désirs les plus chers. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, c'est validé par le Conseil d'État. Les enfants pourront se faire appeler par un prénom qui n'est pas le leur, en tout cas pas celui de leur état civil. Cela se fera avec l'autorisation des parents si l'enfant est mineur. Et oui, le transgenre à force de loi. Pourquoi pas, mais à quel niveau ça va se passer ? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Sans hésitation, dit Mylène Farmer, sans aucune hésitation, je suis un garçon. Et elle a tout à fait le droit de le dire, surtout qu'elle est majeure. Mais au-delà de ça, la circulaire Blanquer, on va en parler, puisqu'il y a une circulaire Blanquer, il y a eu des recours, et cette circulaire date de 2021, destinée à mieux accompagner les élèves transgenres à l'école, transgenres à l'école. Sophie Audugé, vous êtes déléguée générale de SOS Éducation et vous avez, porté plainte, en tout cas, vous portez un recours au Conseil d'État contre cette circulaire. Alors, je voudrais rappeler quand même aux auditeurs, que dit exactement cette circulaire ? Qu'est-ce qu'elle implique ? Alors cette circulaire dit
que l'école prend fait et cause pour la transidentité comme un fait, c'est-à-dire qu'elle reconnaît la capacité à un enfant, quel que soit son âge, de décider que son ressenti de genre, c'est-à-dire le sentiment qu'il a d'être plus proche psychologiquement, psychiquement d'un garçon ou d'une fille, est supérieur à son identité de sexe biologique, et elle l'autorise, à partir du moment où ses deux parents sont d'accord, à faire un changement de prénom dans l'école, et à donc être reconnu dans l'école comme de l'autre genre que son sexe biologique. Et ça s'appelle la transition sociale, et ce n'est pas un acte neutre. C'est pas un transition sociale. Absolument. Ça veut dire, si j'ai bien compris, Sophie Audugé, j'ai 7 ans, je m'appelle Lucas, je suis un garçon, mais je sens que je suis beaucoup plus une fille qu'un garçon. J'en parle à mes parents, je leur dis ce que je pense, mes parents disent oui, comprennent, etc. Oui, donc tu es plutôt une fille. Donc si à ce moment-là, à 7 ans, j'ai envie de m'habiller comme une fille et de m'appeler Lucette, si les parents sont d'accord, je m'appelle Lucette et je considère que les profs, les instituteurs doivent m'appeler Lucette et me considérer comme une fille, c'est ça ? Absolument. Les professeurs et l'ensemble de l'institution scolaire, c'est-à-dire que les professeurs, les autres élèves ont l'obligation de vous appeler Lucette et de vous considérer comme une fille. Ce qui est important, c'est que si vous voulez, il faut bien distinguer ce qui est la transition sociale d'un sentiment d'explorer, enfin d'une envie d'explorer à la maison. Je veux dire, on est nombreux, petits garçons, petites filles, à s'être déguisés dans l'autre sexe pour jouer, pour s'amuser, pour explorer, si vous voulez, une variabilité de sensations. Mais ce n'est pas la même chose que de dire... Voilà, eh bien, écoutez, je ne suis plus un garçon, je suis une fille et je veux vivre dès maintenant comme une fille. Pourquoi c'est pas la même chose ? Parce que la transition sociale, elle engage l'enfant dans un processus dont il aura énormément de mal à se sortir plus tard. Parce qu'il n'y a pas que au sein de la famille, là c'est au sein de la société, des élèves, de la cour d'école, etc. Bien sûr, et puis toute son histoire de socialisation va se faire dans le cadre de l'autre sexe, c'est-à-dire il lui sera très compliqué de changer d'avis après. Or, on sait, ce sont des études qui sont démontrées, prouvées, que ce sentiment d'exploration, finalement, tous les enfants vont le parcourir à un moment ou à un autre, puisque chacun de nous, même quand on est une fille, on a une part de masculinité, et quand on est un garçon, on a une part de féminité. Donc chacun de nous, on va l'explorer au fil du temps de notre grandir, on va dire ça comme ça. Et dans 80% des cas, évidemment, au moment de la puberté, tout ça s'estompe, et c'est une formule qu'on emploie, on se réconcilie avec son sexe de naissance. Son sexe biologique. Son sexe biologique. Ça, oui. Et donc, si vous voulez, c'est extrêmement grave d'aller enfermer un enfant dans un ressenti à un moment donné, à un moment où il est un enfant, c'est-à-dire que, et je le rappelle, parce qu'on ne sait plus ce qu'est un enfant, et c'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'un enfant, il va se développer d'un point de vue cognitif jusqu'à à peu près 18-20 ans, et psychiquement jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire que la capacité de discernement d'un mineur, finalement, enfin même c'est plus qu'un mineur, d'un enfant en construction, c'est jusqu'à 25 ans. Donc, jusqu'à 25 ans, on peut considérer qu'il est du rôle des adultes de le protéger parfois même 25 ans, contre lui-même. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup ? Parce que aujourd'hui, on est majeur à 18 ans. Alors, on peut le déplorer ou pas, c'est un autre problème. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais vous avez raison. Nous, on ne revendique absolument pas, soyons clairs, vous avez raison de le dire. Moi, je vous parle des connaissances du cerveau. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que le cerveau, et c'est prouvé, va évoluer jusqu'à 25 ans avec un système de développement neuronal qui fait qu'on n'a pas la capacité de discernement qui nous permet, et c'est ça qu'on développe en dernier, qui nous permet de projeter les conséquences de nos actes sur le temps long. C'est-à-dire qu'on va demander à un enfant, est-ce que tu es bien conscient qu'en prenant des bloqueurs de puberté, qu'en prenant des hormones croisées, que ces traitements hormonaux importants vont faire que tu seras stérile, probablement quand tu seras adulte en capacité d'aimer et d'avoir une famille, ça les enfants ne sont pas en capacité psychique de prendre des décisions comme ça. Sophie Audugé, ce que vous venez de dire, c'est très important. C'est-à-dire aussi, là, pour être tout à fait clair, un enfant, mettons, s'il a l'accord de ses parents, peut prendre à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans des produits hormonaux ?
peut commencer à absorber dès cet âge-là ou pas? À partir du moment où il est suivi par un médecin qui va lui faire une ordonnance, ça peut se faire très très vite. Oui, c'est à partir de 8 ans qu'on prend des bloqueurs de puberté. C'est ça, on peut prendre des bloqueurs de puberté si les parents sont d'accord. C'est-à-dire qu'on bloque la puberté de l'enfant parce qu'on a considéré, ça s'appelle un Dutch Protocol, on a considéré que l'enfant serait plus heureux si très tôt il n'avait pas à vivre ce qu'on va appeler les phénotypes, c'est-à-dire les marqueurs physiques de son sexe, c'est-à-dire la poussée mammaire chez les filles. C'est d'ailleurs pour les filles que c'est le plus visible. Mais je dirais que ce problème-là, si vous voulez, est un problème qui est ancien et on sait qu'il y a une part infime d'enfants pour lesquels il y a une vraie incongruence psychique. Ils sont très peu nombreux, mais ça se développe sur entre 2 et 4 ans. Et ces enfants-là doivent être accompagnés très tôt. Mais ce qu'on observe aujourd'hui dans les pays occidentaux, et j'insiste, ce sont dans les pays occidentaux, ce n'est plus cette population de jeunes enfants très très malheureux tout petits, dont il est évident, après un travail d'accompagnement avec des médecins, que l'origine de leur souffrance est bien le fait que psychiquement leur esprit n'est pas compatible avec leur sexe biologique. Ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. C'est des jeunes adolescents entre 13, 14 et 15 ans, malheureux, souffrant de troubles psychologiques majeurs, souvent avec des antécédents dans leur vie familiale qui ont fait soit qu'ils ont été abusés sexuellement, soit qu'ils ont vécu des traumatismes. Et disons-le clairement, 40% d'autistes en Angleterre sur tous les enfants, les 10 000 enfants qui ont été traités à la Tavistock, 40% étaient des autistes à qui on a donné des bloqueurs de puberté, qu'on a mis sous hormones croisées, où on leur a fait des ablations des seins. Ce sont des autistes qui n'avaient pas de problème d'identité évidemment véritable Asperger, mais qui avaient besoin d'un accompagnement pour passer cette phase d'adolescente qui a été un trouble très important. Il y a une corrélation évidente entre cette explosion de demande chez les jeunes adolescents et l'état mental, psychique très dégradé de notre jeunesse. Et refuser cette réalité de fait et laisser des enfants, parce qu'on n'est pas capable de les prendre en charge dans les instituts médico-psychologiques, parce qu'on n'a plus de psychologues, parce qu'on n'a plus de pédopsychiatres, 550 pédopsychiatres en France, faut quand même le dire, laisser ces enfants-là... En tout, en France, 550 pédopsychiatres dans toute la France. Dans toute la France. On n'est pas capable aujourd'hui de prendre en charge des enfants qui vont mal entre 12, 13, 14 ans. Et la solution de facilité, c'est de dire vous êtes nés dans le mauvais cœur et de leur coller des hormones. C'est très important que les gens qui aujourd'hui sacrifient ces enfants, on retienne leur nom et qu'on fasse le bilan dans 5 ans et dans 10 ans. Il faudra rendre des comptes sur tout ça. Il y a un vrai... Alors, vous avez donc, en ce sens-là, donc la circulaire Blanquer permettant cela, enfin permettant, pas ce dont vous pouvez parler, mais les changements de prénom, etc. Disons qu'on sait, on a des études. Si vous voulez, ce qui est très important, André, c'est qu'il faut savoir que ce soit aux Pays-Bas, en Finlande, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Ils ont des études probantes. Et ces études, elles disent quoi? Elles disent que quand le jeune fait une transition sociale, c'est-à-dire dans une institution, il est identifié comme de l'autre genre. Ça le socialise dans ce sens-là. Dans les 90% des cas, il va prendre des hormones. On le sait, les statistiques, on les a. Nous, à SOS Éducation, si vous voulez, on ne connaissait rien au sujet. Quand Blanquer a signé cette circulaire en septembre 2021, on a lu cette circulaire. Cette circulaire faisait 11 pages. C'était aberrant de faire une circulaire de 11 pages. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que tous les chiffres, toutes les données, elles proviennent d'associations ou de groupements ou d'institutions qui sont transaffirmatives. Donc, ils sont partiales dans leur approche. Donc, on s'est documenté. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que tout le monde connaissait ce que nous, on a découvert. C'est-à-dire qu'il y a déjà 5 ans, on savait que les enfants qui faisaient la transition sociale s'engageaient dans un processus qui n'était pas neutre, que dans une grande majorité d'entre eux, ils allaient se désocialiser, ils allaient limiter leur cercle d'amis et qu'un pourcentage très important, autour de 80%, allait finir par prendre des hormones. C'est dramatique qu'on ait continué à aller dans le mur alors qu'on avait des données qui nous prouvaient qu'il y avait un danger et un risque. Et quand l'Académie de médecine, quelques mois plus tard, fait son appel à l'alerte, eh bien là, personne l'écoute pareil, on continue à aller dans le mur. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, le Conseil d'État, il valide ça. Et moi, je dis aux parents, ne comptez pas sur l'État pour protéger vos enfants, c'est évident. Attendez, Sophie Odiger, comment le Conseil d'État, j'imagine qu'il a pris connaissance des études que vous venez de citer pendant 10 minutes. Comment ça se fait qu'il valide, qu'il officialise, qu'il corrobore? Alors, je ne sais pas s'il a pris connaissance des études qu'on lui a transmises, puisque pourtant, dans tous nos mémoires, il y avait les liens, il y avait les informations. On lui a même transmis, entre le 15 décembre, date de l'audience, et le 29 décembre, sa décision, on lui a transmis une information extrêmement récente, c'est-à-dire la position du ministère de l'Éducation anglais,
qui appelle à la prudence, qui dit qu'on n'a pas affirmé systématiquement le genre de l'enfant, même si les parents sont d'accord, qu'on doit prendre en considération la position des adultes, qu'on doit prendre en considération la position des autres enfants. Mais comment ça se fait? Malgré ça, il n'en tient pas compte. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le rapporteur public... Voilà ce que dit la plus haute juridiction administrative. Il estime que la circulaire, donc la circulaire Blanquer, n'a pas porté illégalement atteinte à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc pour eux, l'intérêt supérieur de l'enfant est absolument garanti. Alors c'est pas ce qu'ils disent, André. Je vous remercie d'avoir formulé exactement ça. Il dit qu'elle n'a pas illégalement porté atteinte. Elle n'a pas illégalement porté atteinte. Ils disent pas, elle ne porte pas atteinte. Ah oui. Et quand dans l'audience, transgresser la loi. C'est-à-dire qu'elle dit pas ça. Elle dit que si demain il y avait des problèmes et qu'il y avait des enfants qui avaient des difficultés et qu'on savait qu'il y avait des difficultés, on pourrait pas attaquer le ministère de l'Éducation nationale parce que il n'a pas agi illégalement en ne protégeant pas, j'en passe les enfants sur ce point-là. Et je précise quand même que le rapporteur public de l'audience, à laquelle nous avons assisté évidemment, qui est une personne très engagée politiquement. On a d'ailleurs interpellé sa partialité dans un article du JDD. D'ailleurs, il a supprimé tous ses tweets. Quelques jours plus tard, a commencé son intervention qui n'était pas une... Le rapporteur du Conseil d'État, vous voulez dire? Rapporteur au Conseil d'État, public, absolument, a commencé en affirmant que la transidentité était un fait et en utilisant la sémantique transinformatique du sexe assigné à la naissance. Je demande à tous ceux qui nous écoutent de savoir par qui on assigne un sexe à la naissance. Merci Sophie Audugé. Écoutez, merci, on va suivre tout ça et je sais que vous allez continuer le combat et en tout cas nous aussi on vous suivra. Merci. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va parler on va partir en Nouvelle-Zélande et pourquoi pas du lait néo-zélandais bientôt dans nos rayons, dans vos supermarchés. On en parlera tout de suite avec un agriculteur qui sera avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, une chose intéressante, on a parlé du transgenre, mais on va parler d'une autre importation. Vous savez, il y a les importations du wok, et puis il y a les importations, effectivement, de produits qu'on ne les a pas en France, ces produits-là. De quoi je vais parler? Du lait et du poisson. Comment du lait et du poisson? On en manque en France? Il paraît que oui. Pourquoi? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Me font les vaches font me font les vaches font me. Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Oui, elles font meumeux, mais en ce moment, elles font pas beaucoup meumeux. Parce qu'il se passe des choses assez extraordinaires. Vous savez, on a l'impression quelquefois qu'on vit en Absurdistan. C'est vrai, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. Des décisions se prennent, on en parle tous les jours. Et on se dit, mais pourquoi ils prennent des décisions pareilles? Alors pourquoi? Oui. Quand on creuse, on sait pourquoi, mais en attendant, par exemple, l'Union européenne vient de donner le mois dernier son feu vert final à un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je vous le rappelle, c'est près de l'Australie, c'est pas l'Union européenne, La Nouvelle-Zélande, c'est à 25 heures d'avion d'ici, Eh bien, pour les échanges commerciaux, faire des échanges commerciaux avec le monde entier, et ça entrera en vigueur début 2024. Alors, de quoi cet accord va être fait avec la Nouvelle-Zélande et en quoi ça nous concerne, puisque la France fait partie de l'Union européenne? Eh bien, c'est très simple. On prévoit une quasi-élimination des droits de douane sur les kiwis, les oignons, les pommes, le poisson, le vin, le miel, ainsi que sur des quantités limitées de fromage, de lait et de viande ovine et bovine. Comme chacun sait, en France, on n'a ni pommes, ni poissons, ni vin, ni miel, et le fromage, n'en parlons pas, du lait et de la viande ovine et bovine. Non, on n'en a pas en France. Et voilà, on signe un accord avec la Nouvelle-Zélande, c'est l'Union européenne qui signe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jérémy Jallat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du dossier du lait chez les jeunes agriculteurs. Expliquez-moi un peu, parce que ça semble tout à fait étonnant. Enfin, on le sait, c'est pas nouveau, mais aller jusqu'à Nouvelle-Zélande demain, je sais pas, on ira à Bali peut-être pour prendre des noix de coco. De quoi s'agit-il? Comment vous, agriculteurs, vous percevez cela?
Nous, on perçoit que encore une fois, l'agriculture, elle est troquée contre d'autres choses, on va dire des produits industriels ou qui sont issus de l'automobile. Et là, on a des contingents en fait à taux zéro qui vont rentrer d'un certain nombre de produits. Vous l'avez dit. Ouais. Nous, ça va nous poser un souci parce que ça va venir en concurrence directe avec nos produits français et européens. Et on est dans un contexte très particulier parce que voilà, on subit quand même le changement climatique. On a un problème d'attractivité de nos métiers du lait aussi, qui font que on a une décapitalisation des cheptels bovins français, et on a aussi une baisse de production. Alors après, les auditeurs vont peut-être se dire c'est bien parce que du coup on va baisser le cheptel, mais on va aller chercher du lait ailleurs, donc on a sauvé le problème. Mais en fait pas du tout, parce que il faudrait qu'on ait des conditions de production qui soient optimales et que justement on ait des politiques publiques qui les encouragent. Et du coup, en faisant ce genre de choses, c'est pas du tout ce qu'on fait, quoi. On envoie un message complètement inverse, quoi. Alors justement, Jérémy Jalin, pourquoi d'abord il y a le problème sur le lait et le cheptel bovin? Pourquoi il y a ce problème-là? Pourquoi il y a une diminution, une raréfaction, etc.? C'est dû à quoi? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est si vous voulez, on a eu quand même la période Covid. Qui a mis des tensions sur les marchés, etc. Ouais. Et derrière, le conflit russo-ukrainien qui, là, a catalysé l'inflation et du coup a fait augmenter toutes les matières premières, tous les intrants que les agriculteurs achetaient, et aussi tous les emballages et les ingrédients que les industriels utilisaient pour, on va dire, transformer nos produits. Donc voilà, derrière, ça a poussé à l'augmentation des prix, mais des prix aussi chez nous. Des prix sur les carburants, des prix sur les engrais, des prix sur l'alimentation du bétail. Et j'en passe. Vous voulez dire, tout a été impacté, quoi, par ça. Tout a été impacté. Nous, on a eu quand même une bonne revalorisation, mais qui a mis du temps, si vous voulez, parce qu'on sait qu'en France, les remontées de prix dans les rayons, et vu que les négociations sont annuelles, se font beaucoup moins vite que par exemple en Allemagne. Du coup, on a eu du temps à retrouver de l'argent finalement qu'on avait investi avec l'augmentation de ses charges, sans finalement retrouver ses petits, on va dire, par le produit qu'on vendait. Du coup, ça a mis du temps. Donc, qu'est-ce que les éleveurs ont fait? Ils ont décapitalisé, ils ont vendu finalement des bêtes qui étaient peut-être en fin de production, etc. On va dire pour l'abattage. Hein. Ouais. Et derrière, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y avait aussi une histoire d'élevage de jeunes qui pouvaient renouveler ces vaches. Donc en fait, c'est pas de l'industrie, ça, c'est du vivant, donc ça revient pas en claquant des doigts. Ouais. Donc la production, elle a pas redécollé tant que ça depuis ce temps-là, malgré que les prix soient attractifs aujourd'hui. Ouais. Donc on parle sur les 10 derniers mois là, de 2022 de 4,8% de baisse de production comparé à l'année 2023. 2023, pardon, 10 premiers mois de 2023, donc comparé à 2022 qui était déjà en baisse. Si vous voulez, par rapport à l'année d'avant. Donc voilà, on cumule les baisses d'année en année. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant, là, je tiens à y revenir parce que c'est très important. On va manquer de lait. Alors aujourd'hui, on a 36% du lait, nous, qui est exporté. Alors vous allez dire qu'on va pas manquer de lait, il n'y a pas de souci, mais en fait, le souci, c'est qu'on s'est rendu compte que on a des mois qui sont plus en tension au niveau de la consommation. Ouais. Et on a des mois, si vous voulez, avec la saisonnalité, avec l'herbe, etc. au printemps, où on a plus de lait. Donc c'est pour ça qu'en fait, que ces 36%, ils sont là. Et on se rend compte qu'il faudra toujours un peu de marge pour pouvoir toujours fournir, en fait, nos citoyens. Et du coup, en fait, là, moi, je suis aussi interprofession laitière et on se rend compte qu'avec les différentes perspectives qu'on a, on pourrait manquer de lait en 2027. Mais pour plusieurs raisons. Donc un problème d'attractivité du métier d'éleveur laitier aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi maintenir un prix rémunérateur, mais pas que, aussi pour attirer de nouveaux profils dans notre métier. Et le souci, si vous voulez, c'est que voilà, on a quand même 55% des éleveurs laitiers qui vont partir à la retraite d'ici 2030. 55%, et du coup, si on renouvelle pas ces actifs, tout à fait. C'est quasiment la moyenne des agriculteurs qui vont partir en retraite. C'est à peu près ça dans toutes les filières. Donc vous dites si on renouvelle pas l'attractivité du métier, il y aura plus personne, enfin ou pas grand monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a les personnes qu'on va pouvoir attirer qui sont dans le cadre familial pour leur donner un bon signal, leur dire le prix, les rémunérateurs. Donc effectivement, tu reprends la ferme de tes parents, mais on sait que ces gens-là ça sera peut-être moins important que les dernières décennies. Et on sait qu'il va falloir aussi trouver de nouveaux profils pour remplacer ces actifs. On fera peut-être pas du 1 pour 1. Mais il faudra si vous voulez, qu'on continue de produire pour tout simplement fournir l'alimentation aux Français, quoi. Hein. On est dans le pays du fromage, donc voilà. Oui.
du fromage, de la viande, du lait, etc. Mais alors, écoutez, comment vous expliquez-vous, enfin, comment vous ressentez, vous, et parce qu'en même temps, je sais pas si vous tenez au courant, mais je suppose que oui. Vous avez vu qu'en Allemagne, il y a une espèce de révolte, mais de masse des agriculteurs. On a des correspondants en Allemagne qui nous en parlent. C'est énorme. Je veux dire, en France, ça ne se sent peut-être pas encore, mais en tout cas, en Allemagne, il y a des cortèges de dizaines de milliers d'agriculteurs qui encombrent les routes. Et il paraît que le 8 janvier, donc lundi prochain, ça va être également énorme. Alors, qu'est-ce qui fait d'abord, je ne sais pas si vous êtes me court, mais est-ce que qu'est-ce qui fait que les agriculteurs allemands sont beaucoup plus mobilisés, en tout cas apparemment, que les agriculteurs français, à votre avis? Je sais pas bien. Après, je sais qu'ils ont eu des baisses de prix qui ont été plus rapides au niveau du prix du lait, des prix de leur voilà, énorme. Nous, on a réussi à maintenir parce qu'en fait, on n'est pas trop sur les mêmes marchés, et eux, comme je vous ai dit, ils ont une réactivité en rayon qui est plus importante. Donc, si vous voulez, quand on prend la moyenne des 12 derniers mois sur le prix du lait, ils sont encore au-dessus parce qu'ils ont fait une bonne année, on va dire, 2 premiers trimestres 2023, pardon, qui est assez bonne. Ouais. Et maintenant, ils subissent finalement, il y a certains intrants qui ont baissé, donc il y a des prix qui sont trop bas encore pour couvrir, je pense, en coût de production et leur rémunération. Donc, je pense que c'est ça la colère, mais pas que ça. Elle peut aussi s'inscrire, si vous voulez, avec les actions nous qu'on a menées chez Jeunes Agriculteurs, donc avec le slogan "On marche sur la tête" pour dire, nous, finalement, la concurrence extra-européenne, on en a marre qu'on fasse rentrer des produits qui viennent concurrencer nos produits français, qui respectent pas les normes, qui font du dumping social et environnemental, donc de la distorsion de concurrence en d'autres termes. Et malgré tout ça, voilà. Et du coup, je pense que le contexte est différent en Allemagne. Ils ont des fermes qui sont quand même beaucoup plus grosses, avec potentiellement des économies d'échelle qui sont plus importantes. Mais par contre, ils ont aussi des baisses de prix ces derniers mois. Et je pense que c'est ça en fait qui dénonce, c'est leur perte de rémunération tout simplement. Et Jérémy Jalard, est-ce que, alors pour vous, par exemple, cet accord avec la Nouvelle-Zélande, considérez quand même que c'est-à-dire c'est une complémentarité ou vraiment un coup de poignard quelque part vis-à-vis de l'agriculture française, très franchement? Moi, je pense que c'est un coup près de plus qui se rajoute avec ce que je vous ai dit, avec ce concurrence qu'on a aussi intra-européenne, je tiens à le préciser, parce que on n'est pas aligné ni social ni fiscal. Donc ça vient en plus, et ça vient concurrencer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va peut-être pas le voir dans les rayons des grandes surfaces, parce que je tiens à le dire ici quand même, depuis 10 ans, ils sont relativement quand même, je parle pas de leur marge, etc., mais je parle de l'origine, en tout cas la transparence sur l'origine. Les Français, de toute façon, arbitreront pour... on sait qu'ils le font moins depuis l'inflation, qu'ils ont baissé en gamme, mais de toute façon, on voit que si ça vient de l'autre bout du monde, ils arbitreront quand même dans leurs achats. Du moins, je l'espère. En tout cas, c'est eux qui ont ça entre les mains. Oui. Et du coup, je pense que là, la différence, par contre, c'est la restauration hors domicile. On sait que là, dans les contingents qui nous annoncent, on a quand même de la poudre de lait pour potentiellement des ingrédients industriels. On a aussi du beurre et tout ce qui peut dépendre aussi de la crème, etc. Donc, on sait que ça se verra pas quand dans la restauration hors domicile. Je pense d'ailleurs aux restaurants d'entreprise, aux cantines, malgré tout, ils essayent de faire des efforts. Les cantines, essayent, mais c'est pas toujours facile d'équilibrer les budgets. Et donc, du coup, je pense que c'est là, en fait, où on mange de l'agneau. Il faut le dire, nos Zélandais, on en mange déjà. Ouais. Mais là, en fait, ils comptent augmenter de 38 000 tonnes. Donc à taux zéro, absolument, puisque... Et donc avec 30% de viande fraîche et 70% de viande surgelée. Donc en plus, on va consommer de l'énergie pour ramener cette viande surgelée pour faire 20 000 km. Oui, de Nouvelle-Zélande, c'est pas mal. Oui, c'est 20 km, comme vous dites. Oui, c'est bien. C'est bien pour l'énergie. De toute façon, c'est l'antipode de la France. Auckland, c'est Séville, donc il faut tout à fait comprendre que c'est l'autre bout de la terre. Mais franchement, avec tout ce qui s'est passé, avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, avec toutes les tensions qu'on a eues sur certains produits, que les Français aussi ont subi quand ils ont fait leurs courses, soit sur le prix, soit sur les pénuries, on compte sur cette nourriture qui vient de l'autre bout du monde. Mais est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que franchement c'est une logique moi, je pense que c'est la logique du monde d'avant, en fait. Tout simplement. Et que c'est cette Union européenne qui est en train de se saborder, en fait, tout simplement. Elle se saborde et elle sacrifie son agriculture. Aujourd'hui, on le sait très bien, ils voulaient faire plus vert. Ils ont lancé le Green Deal, ils avaient fait des estimations, ils disaient, on aura des pertes entre 10 et 15% sur les productions si on met en place ce Green Deal, parce que c'est une baisse de... on a vu le résultat. Voilà.
On a vu le résultat. Et aujourd'hui, ils continuent en fait d'appliquer leur politique dans ce monde qui est déréglé au niveau climatique et géopolitiquement aussi. Cette politique ultralibérale qui mise en fait à sacrifier tout simplement les produits agricoles pour vendre, moi je sais pas, des voitures allemandes ou en fait c'est du faux ultralibéralisme, c'est une autre question. C'est vrai que non, ce qui est assez terrible, vous voyez, pour nous, enfin, on fait le choix, mais moi, quand je pense, je me dis, et je suis pas le seul, je me dis qu'on a ce qu'il y a en France du point de vue de l'agriculture, et qu'on va nous faire importer de Nouvelle-Zélande à 38 km, effectivement, 20 km, des produits. C'est intéressant. Au-delà même de l'écologie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas capable de nous occuper de nos propres richesses? C'est ça qui est hallucinant. Merci, Jérémy Jalard, en tout cas. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va parler d'un bâtiment historique de Paris qui risque d'être détruit au profit de nouveaux bureaux. Et puis on va revenir aussi on va aller aux États-Unis parler de la présidente de l'université d'Harvard. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé effectivement 4 ans après le suicide du pédocriminel Jeffrey Epstein? 1000 pages de documents judiciaires. Vous vous rappelez, on a tellement parlé de cette affaire, effectivement, de ces vols vers son île. Cette île où il se passait des choses assez lamentables, assez glauques, assez terribles, effectivement, sur, je ne dirais pas le trafic d'enfants, mais l'esclavage sexuel, etc., de très jeunes filles, de très jeunes, etc., et avec des personnalités, et pendant 3 ou 4 ans, c'était le blackout. Personne ne parlait, il y avait des noms qui circulaient, et qui allait voir, effectivement, parce que les plans de vol sont là, parce que les noms sont là, qui allait parler de ce qui se passait dans cette île de Jeffrey Epstein, aidé par Ghislaine Maxwell. Eh ben, après une très forte lutte judiciaire, je ne veux pas vous raconter les détails, la liste est sortie, la liste des gens qui étaient dans les avions, le jet privé qui amenait les invités de marque sur cette île où il se passait un certain nombre de choses assez glauques, assez lamentables, effectivement. Et c'est sorti. Alors on va pas vous faire, on n'est pas là pour faire de l'exhibition, on n'est pas là pour faire des révélations. Mais moi je suis absolument frappé que dans le même temps où on s'acharne, où on fait des polémiques, et on fait des pétitions sur telle ou telle phrase complètement idiote ou imbécile ou déplacée de tel ou tel comédien ou de telle ou telle personne, etc., de l'humour mal placé, de l'humour de mauvais goût, il y a cette chape de plomb, on en parlait hier pour Sound of Freedom, cette chape de plomb qu'il y a effectivement eu sur ce scandale absolu pendant des années, ce Jeffrey Epstein. Alors, on dit qu'il faisait comme ça chanter pour tel ou tel service secret des personnalités, puisqu'il avait les caméras, etc., et qui était comme ça obligé de filer doux. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette liste qui a été rendue publique hier soir, c'est que le prince Andrew, le duc York, de la famille royale, est mentionné 76 fois. Alors, il y a là-dedans de tout, attention, il n'y a pas que les gens qui ont participé aux orgies d'Epstein, il y a aussi des gens qui travaillaient avec lui, qui avaient des contacts, etc. Mais quand même, il y avait Jean-Luc Brunel, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel, qui s'est lui aussi suicidé. Comme Epstein s'est suicidé, mais s'est suicidé à bout portant. On se demande un peu si vraiment... Et puis, il y a quand même un président des États-Unis, un ancien président, Bill Clinton. Bill Clinton a reçu Jeffrey Epstein à plusieurs reprises à la Maison-Blanche et est mentionné plus de 26 fois dans les plans de vol de Jeffrey Epstein. Donald Trump est mentionné, mais Donald Trump n'est jamais mentionné dans les vols. Il a vu effectivement Epstein, il n'est jamais allé, et là on l'a prouvé, dans l'île. Et puis David Copperfield, le grand magicien, le scientifique Stephen Hawking et d'autres.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, effectivement, ce n'est pas nouveau tout cela. Ce qui est nouveau et peut-être une bonne chose, c'est que c'est devenu intolérable et que ça ne peut pas être toléré. Et que même si on met des chapes de plomb, qu'on couvre, qu'il y a un manque, qu'il y ait une espèce d'enfumage là-dessus, eh bien ça commence à se savoir. Mais surtout, il faudrait vraiment que, un peu partout, que la justice soit plus véloce là-dessus et qu'on arrête et que vraiment ces gens qui prêchent la morale sur les antennes et qui faites ce que je dis et surtout ne faites pas ce que je fais, faudrait que ça s'arrête vraiment. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, Monsieur Twenet. On y voit aussi des statues. Alors on va parler de science, on va parler de morale, on va parler d'éthique avec le professeur Didier Raoult dans quelques minutes, mais auparavant on va parler de Marie Curie et de Pierre Curie. Marie Curie et Pierre Curie, l'un des plus grands savants de l'histoire de la science, en général, la science française en particulier. Il se passe quelque chose, ça s'appelle le pavillon Curie. Vous savez, il y a l'Institut de Curie à Paris, dans le 5e arrondissement. Il y avait le pavillon Curie, qui était le laboratoire de physique et de chimie, le pavillon Pasteur, qui abrite un laboratoire de biologie, donc, et le pavillon des sources, où les matières radioactives employées par Pierre et Marie Curie, placé au milieu d'un jardin, est promis à une destruction imminente. Les engins doivent rentrer en action, écoutez-moi bien, lundi prochain, le 8 janvier. Le lundi prochain, le 8 janvier, le pavillon historique de Pierre et Marie Curie va être détruit pour faire un nouvel immeuble de 7 étages affecté au campus de l'institution. C'est quand même absolument hallucinant. Stéphane Bern l'a dit d'ailleurs, et il a tout à fait raison. Il a tweeté: la destruction du pavillon des sources de Marie Curie par l'Institut Curie de Puisieux serait une faute grave. Ce qui en fait la valeur, c'est sa dimension mémorielle et symbolique, dont patrimoniale. L'opprobre retomberait inévitablement sur l'Institut Curie et ceux qui laissent faire. C'est quand même assez hallucinant. Il y a eu une question écrite à envoyer de la sénatrice Catherine Dumas à Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Aucune réponse, voilà. Une demande de classement a été déposée, aucune réponse. Quand même, c'est hallucinant. En 2016, on saluait la préservation des 3 bâtiments qui constituent l'ancien institut de radium, le pavillon Curie, dans lequel se trouve le musée, le pavillon Pasteur, le petit pavillon, le pavillon des sources, et ce, malgré l'absence de protection juridique au sens strict. Mais c'est ce qu'ils ont dit. La communauté scientifique privilégie la production scientifique, l'avenir et l'innovation au détriment parfois de la préservation de la mémoire du passé. Et les mémoires du passé, mais elle est aussi importante. Elle est aussi importante que le reste. Alors c'est hallucinant quand même que les défenseurs du patrimoine, ce très joli pavillon des sources dans le 5e, on va faire un immeuble. Vous pouvez pas faire un immeuble ailleurs? Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'Institut du radium de Marie et Pierre Curie? Pourquoi il n'a pas été classé au titre des monuments historiques? Non, il n'a pas été classé. Et là, allez, on détruit. Allez. Détruire, disent-ils, comme écrivait Marguerite Duras. On s'en fout, ça n'a pas d'importance. Du passé, faisons table rase. Et ça continue encore et encore. C'est absolument pas possible. Et c'est quelque chose qui est insupportable. Que lundi, on détruit ce pavillon, on commence à détruire ce pavillon. J'espère qu'il y aura encore, vraiment, on fait un appel au ministère de la Culture, aux autorités, que vraiment ça puisse être préservé, ce pavillon, et arrêter de détruire Paris, de détruire la France, de détruire au fur et à mesure. Au nom de quoi? De la rentabilité, au nom de l'efficacité, au nom de la productivité, au nom de rien. Nous sommes à 3 000 milliards de dette publique. Occupez-vous d'abord de régler la dette publique avant de détruire les jardins, le patrimoine de ce pays qui en a vraiment, vraiment besoin. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours le même refrain. Bla bla bla. Ouais, parle
trop, effectivement. La présidente de l'université de Harvard, Claudine Gay, on vous en a parlé, avec Harvard, Penn et le Massachusetts Institute of Technology. Comment dans les institutions américaines, les plus grandes universités américaines, le wokisme et la cancel culture, a régné. Et il y a eu, effectivement, suite au conflit israélo-palestinien et au conflit à Gaza, il y a eu des paroles quand même absolument inadmissibles qui ont été dans ces campus où des gens ont été vraiment persécutés. Et le silence absolu, le silence assourdissant des présidents des universités. Président d'université, professeur en sciences politiques, Claudine Gay, justement, elle a été visée d'ailleurs par des accusations de plagiat liées à ses travaux universitaires. Elle a été visée, et puis il y a eu quand même il y avait des luttes à faire contre le racisme dans les campus. Rien. Et alors, elle a démissionné, elle a enfin démissionné. Mais écoutez, si les campus universitaires, on peut discuter de tout, on peut s'insulter, etc. Mais si dans les campus, on ne maintient pas une certaine neutralité, un certain équilibre, mais on va où ? Et c'est drôle, l'Amérique était réputée pour cette espèce de tolérance, démocratie, les amendements, la liberté et tout ça. Et là, au nom du politiquement correct, au nom du wokisme, au nom de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, il y a des gens qui sont vilipendés parce que, comme toujours, il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Il y a le bon camp et le mauvais camp, le camp du bien et le camp du mal. On en est à ça, alors que l'université, ça devrait être le pluralisme, ça devient le manichéisme le plus total au nom de la censure la plus imbécile et la plus bête, la censure des neurones, la censure des cerveaux, la censure de la certitude d'être dans le camp du bien. Et à ce moment-là, évidemment, on hurle avec les loups et on bêle avec les moutons. Et le résultat est le même. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après les infos de 13h. André Berkoff, vous recevrez Didier Raoult, le professeur et microbiologiste, infectiologue, qui sera avec nous pour un entretien exclusif. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Face-à-face à 13h03 sur Sud Radio. André Berkoff, vous recevez aujourd'hui le professeur Didier Raoult, infectiologue et microbiologiste. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Didier Raoult, ce qui est bien avec vous, c'est que l'actualité est presque permanente. On se disait, maintenant on parle d'Ukraine, Russie, ça s'arrête pas, on parle de ce qui se passe, et c'est dramatique évidemment au Proche-Orient, Israël, Gaza, la Palestine, le Hezbollah. Et puis, on est toujours, et on le dit, content de vous recevoir. Et puis, patatras, voilà que contre-offensive, on ne veut pas vous lâcher, visiblement, se passe, et je voulais commencer par ça avant qu'on parlait de ces problèmes d'éthique médicale, mais tout est lié, en fait, ce dont on va parler, c'est lié. Comme par hasard, d'ailleurs, ce matin même, dans les radios, dans certaines télévisions, on dit qu'il y a une étude, alors une étude qui va être publiée en février par la revue Biomedicine and Pharmacothérapie, dit que le traitement expérimental utilisé pendant la première vague de Covid-19 en 2020 aurait causé, il semble quand même conditionnel quand même, une surmortalité en France et serait responsable du décès de près de 17 000 personnes dans 6 pays. Ils disent les chiffres pourraient être sous-évalués. Et c'est parti dès ce matin, je vous dis ça parce que dès ce matin, et juste je vais vous faire entendre une petite, juste un extrait, mais ça donne bien le cadre d'un professeur de l'IHU de Bordeaux, Mathieu Molimar, qui effectivement a été un adversaire résolu de l'hydroxychloroquine depuis le début de la pandémie. Voilà ce qu'il disait ce matin au micro d'une radio concurrente. Est-ce qu'il faut prendre cette étude comme un scandale sanitaire, parce que c'est ce à quoi ça ressemble? C'est un scandale depuis le début. Cette hydroxychloroquine, on sait depuis mars 2020 que ça n'est pas efficace. Le 3 mars, même les Chinois avaient publié une étude avec tirage au sort qui montrait que ça faisait rien. Le 22 mars, les services de pharmacovigilance ont alerté le professeur Raoult pour dire attention, tu vas avoir des morts, il faut que tu fasses des électrocardiogrammes, des mesures de potassium, etc. On va avoir des morts. Il a fait une promotion
éhonté de ce traitement soi-disant miracle, et ça n'a pas raté. Au premier mois de traitement en France, on a eu 8 arrêts cardiaques qui ont été déclarés en pharmacovigilance. Donc nous, ça ne nous étonne pas. En fait, ce chiffre de 17 000 morts est très, très, très sous-estimé. Alors, Didier Raoult, voilà, offensive, contre-offensive, cette revue qui va publier, c'est une étude de Lyon et du Canada. Quelle est votre réaction ? Vous savez, moi j'ai l'habitude, je vais vous dire très précisément, vous rappelez en mars 2020, effectivement, une étude extraordinaire publiée dans le Lancet rapportait que sur 80 000 personnes traitées par hydroxychloroquine, il y en a 10% qui étaient mortes. Un des amis conseillers du président m'avait demandé mon avis, c'était vendredi soir, je dis attendons que lundi que je lise le papier. Moi, je suis pas un journaliste pour parler de choses que je connais pas ou que je n'ai pas lues. Je m'excuse. Quand je l'ai lu le lundi, quand je l'ai lu le lundi, j'ai vu que c'était un fantasme total, que c'était ce qu'on a appelé ultérieurement le Lancelgate. Il y a deux choses, moi, que je veux dire et que tout humain de bon sens peut comprendre. La première, l'hydroxychloroquine est le traitement qui a été le plus prescrit au monde. Il y a une année où la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont été l'objet de 6 milliards de traitements en 2006. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Pour une année, vous dites pour une année. Une année. Oui, une année, d'accord. Et nous, comme on connaît tous ces oiseaux qui sont et là ça tu es ci, et là ça tu es là, et moi je crois ci, et moi je crois ça, nous on a fait valider, c'est ce qui rend beaucoup ce gouvernement anxieux et tous les gens qui ont dit ces bêtises très anxieux, c'est que nous on a pris l'exhaustivité des malades qui avaient été traités dans l'IHU par hydroxychloroquine ou par un autre traitement, on a fait valider. On a regardé qui était mort par l'INSEE, c'est pas une déclaration ou c'est pas je sais. Parce que moi j'ai même entendu des gens dire il y a des morts cachés dans l'IHU. Faut voir ce qu'on a raconté comme bêtises. Donc on a regardé, on a comparé la liste de tous les gens qui étaient passés chez nous avec la liste des morts de l'INSEE dans les 3 mois après qu'ils soient passés chez nous, et on a regardé quelle était la mortalité. Et comme je connais tous ces gens qui sont des oiseaux. On a fait vérifier ça par un huissier et j'ai mis ça à la disposition du ministère en disant voilà, toutes les données que nous avons mis en ligne et qui sont disponibles pour tout le monde sont des données qui sont entièrement extérieures à notre interprétation. Nous en faisons ensuite une interprétation, mais on a saisi 100% des malades qui étaient passés à la PHM dans l'IHU. C'est pas nos malades, c'est les malades qui sont... Oui, la totalité des malades qui sont passés à l'hôpital. Qui sont passés à l'IHU. Deuxièmement, on a demandé à la pharmacie qui nous envoie nom par nom les traitements qui avaient été prescrits chez ces malades. Et troisièmement, on a regardé combien étaient morts. Voilà. Donc, je peux vous dire, les gens qui ont reçu de l'hydroxychloroquine ont un taux de mortalité qui est 5 fois inférieur à ceux qui n'ont pas reçu. Et le taux de mortalité des patients hospitalisés parce qu'oxygénodépendants est de 7%, qui est la plus basse du monde. Donc après, si vous voulez, on peut tout me raconter, on peut tout me dire, je m'en fiche un peu. Moi, je parle de choses que j'ai vues, touchées, c'est de l'empirisme, c'est pas de l'analyse des autres, je sais ce qu'on a donné. Vous savez, dans les études qui ont été publiées, la première étude qui a été publiée par les Anglais, je ne sais pas ce qui leur a pris... quelle cacarinette leur a pris dans la tête, ils ont donné des doses toxiques. Vous pouvez demander d'ailleurs à M. Brown, puisque M. Brown a fait sa thèse sur la toxicité de l'hydroxychloroquine. La toxicité de l'hydroxychloroquine, c'est à partir de 2,5 grammes par jour, d'accord ? Et quand on trouve des dosages qui sont au-delà de 2,5 microgrammes par ml. Nous, on a fait des milliers de dosages. Ces gens qui parlent... Moi, j'ai fait à peu près 10 000 dosages à l'IHU depuis le temps que je prescris de l'hydroxychloroquine. Donc on sait exactement quels sont les taux qui ne dépassent jamais 1,2 microgramme par ml. Donc tout ça, c'est pas de la science, c'est de la communication. C'est de la communication. Si vous voulez savoir, on pourra en parler d'ailleurs au moment de l'éthique, c'est très intéressant. En 2020, il y avait des gens, je n'avais pas été... contacté à ce moment-là, mais il y a des gens qui ont écrit dans Nature un papier de 4 pages en disant... Oui, la grande revue scientifique. Une grande revue qui disait, écoutez, si vous avez une position qui n'est pas celle des gouvernements sur le Covid, vous êtes harcelés. Et ils ont interrogé 200 personnes qui avaient publié
Et les gens sont harcelés. Ils ont été, comme moi, menacés de mort. Ils ont été harcelés en utilisant un site de délation en ligne qui s'appelle PubPeer, avec une représentante particulièrement active qui s'appelle Madame Bic, qui m'a traité de néocolonialiste, ce qui est un comble. Oui, pour donc, vous, oui, c'est assez drôle. Mais dites-moi, Didier Raoult, comment... Ouais. Non, juste un mot. Comment vous expliquez que quand il y a eu l'histoire du Lancet, effectivement, qui dénonçait cela, ça a été un scandale, et le Lancet lui-même s'est excusé en disant qu'ils avaient publié un document bidon, une étude bidon, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais comment vous expliquez, et pour que ça recommence aujourd'hui avec une autre revue, la revue biomédecine et pharmacothérapie, qu'on recommence à dire ceci, c'est quoi, c'est récurrent, c'est parce que ça arrive à notre sujet. Les enjeux. Non mais il y a plusieurs enjeux. Hein. Alors, vous le voyez bien, il y a un enjeu majeur dont j'aurai l'occasion de reparler à propos des antibiotiques. Il y a un enjeu majeur. Vous voyez, par exemple, en France, je ne sais pas si vous ferez le lien, mais en tout cas, moi, je le fais. En France, on n'arrive plus à trouver de l'amoxicilline pour les enfants. Oui, vous savez pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Ça rapporte pas d'argent, et donc l'ANSM, tous les ans, décide que les médicaments génériques, elle va les acheter de moins en moins cher. Et donc, nous sommes de mauvais clients pour l'Inde et la Chine qui produisent l'amoxicilline, qui produisent d'abord l'Espagne, l'Italie, qui acceptent de les payer des prix raisonnables. Et nous ne les payons pas pour laisser la place à des médicaments nouveaux qui coûtent 100 fois plus cher. Donc il y a un véritable problème qui est un enjeu économique, qui est un enjeu scientifique, parce que s'il n'y a plus de place pour les médicaments, pour des nouveaux médicaments, pour des maladies banales, ça veut dire qu'il n'y a plus d'industrie pharmaceutique quand même, hein. Ouais, d'accord. C'est pas la question, quand même. Hein. C'est ça. En fait, la question revient à une question d'argent et de business, enfin, simple et clair, quoi. C'est ça. Oui, c'est simple et clair. Et puis, vous retrouvez ça à tous les niveaux. Justement, vous voulez qu'on parle d'éthique. Vous voyez bien, c'est assez extraordinaire. Là, on a une nouvelle ministre de la Santé qui reçoit des cadeaux de Urgo. Elle reçoit des cadeaux pour un financement qui est plus cher que le repas de M. Ferrand à l'Assemblée nationale, que le costume de M. Fillon, que les homards de M. Drugy. Oui. Et donc, elle dit, mais c'est pas du tout un conflit d'intérêts. Ça veut dire que la ministre de la Santé ne sait pas ce qu'est un conflit d'intérêts. Ouais. On l'a pas. Ou bien alors, j'ai pas fait attention, peut-être qu'elle était extrêmement belle et que le type d'Urgo était amoureux d'elle et qu'il lui faisait des cadeaux d'amour. N'en trouve pas dans les vies privées. Ouais. Mais globalement, quand dans l'industrie pharmaceutique, on vous fait un cadeau, c'est connu depuis Milton Friedman, vous connaissez sûrement, il n'y a pas de repas gratuit. C'est-à-dire, on ne vous donne jamais quelque chose pour rien, et en particulier l'industrie pharmaceutique. Et on voit bien que la France, il y a un Américain qui s'appelle Rodwin, qui est un grand spécialiste de conflit d'intérêts, a fait un sabbatique de 1 an à Marseille, et il dit la France est un des pays dans lequel la notion de conflit d'intérêts est la plus ignorée de toutes. En France, on ne réalise pas que si quelqu'un vous a donné 30 000 €, c'est pour vous influencer. Et ne pas réaliser ça, on se demande comment c'est possible. C'est pas qu'on ne peut pas le réaliser, Didier Raoult, c'est qu'on ne veut pas le réaliser. C'est autre chose. Mais et que la loi n'est pas appliquée, parce que la loi a été faite, rédigée en partie par mon ami Dominique Marinaki quand il était directeur, premier directeur de la NSM, qui était un homme sérieux, qui avait publié dans sa vie, qui avait géré des choses, qui était un homme de très grand niveau. À l'époque, c'était Xavier Bertrand qui était ministre de la Santé. Ça a été écrit. C'est-à-dire qu'on devrait, à la télévision, si je vous parle de quelque chose, je ne vous fais pas de déclaration de conflit d'intérêts parce que je n'ai jamais été payé pour l'hydroxychloroquine. Donc, je n'ai pas de raison de vous en parler. Vous voyez ? Ni pour aucun des concurrents d'hydroxychloroquine. On se retrouve. Donc, cette notion-là n'est pas rentrer dans les mœurs en France. Eh bien, on va en parler. Oui, on va en parler avec l'éthique après juste une toute petite pause. On se retrouve avec le professeur Didier Raoult après ceci. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et je ne suis pas le seul, effectivement, ça nous amène, Didier Raoult, à parler d'éthique. On va parler d'éthique, on va parler de morale, on va parler de droit et on va parler de corruption. On a commencé avec les conflits d'intérêts. Mais juste, voyez, nous ne sommes pas du tout... moi, je ne suis pas corporatiste et je ne défends pas la profession de journaliste. Il y a des journalistes fabuleux, il y a des journalistes qui travaillent beaucoup moins, mais quand même une petite anecdote, ça va vous amuser, et en tout cas moi ça m'a beaucoup amusé. Sud-Ouest interview donc ce monsieur Molimar, vous savez, du CHU de l'IHU de Bordeaux, et titre ceci, c'est Sud-Ouest en date, j'ai trouvé les couvertures, les unes en date du 31 mars 2021, je dis bien 31 mars 2021, enfin une bonne nouvelle, on ne transmet plus la Covid une fois bien vacciné. Voilà, enfin une bonne nouvelle, on ne transmet plus le Covid une fois bien vacciné, ça date du 31 mars 2021. Et sur la ligne internet du même journal Sud-Ouest, mise à jour le 25 novembre 2022, ils disent ceci, même titre, enfin une bonne nouvelle, on transmet moins le Covid une fois bien vacciné. C'est pas beau, là, c'est passé de, on ne transmet plus le Covid une fois bien vacciné, 31 mars, on transmet moins le Covid une fois bien vacciné, le 25 novembre de l'année d'après. Intéressant. Oui, j'aurai l'occasion de revenir avec... les raisons pour lesquelles on a eu tellement de problèmes avec ce vaccin, qui viennent d'être clarifiés par un papier absolument magique qui est sorti le 6 décembre dans Nature. Je ne fais pas ma bibliographie dans Sud-Ouest. Ah, mais c'est grave quand même, c'est grave. Oui, allez, alors parlons un peu d'éthique justement et de donc, tout cela. On verra. Vous n'avez pas fini d'avoir des sursauts avec l'histoire du vaccin. Et qui défie l'entendement. Mais parlons de ça. Vous savez, l'engagement des humains entre eux, bien entendu, la vie sociale est organisée par la morale. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Ça a été les 10 commandements, ça a été... Et puis, bien entendu, nous, les médecins, nous avons des devoirs moraux. Et ces devoirs moraux, d'abord, c'est de soigner. Contrairement, d'ailleurs, moi j'ai appris ça, contrairement à ce qui a été dit au début de l'épidémie de Covid, les médecins ont une obligation de soin. C'est-à-dire que si on vous demande de soigner, vous devez soigner. Ils n'ont pas d'obligation de résultat, mais ils ont une obligation de soin. Ouais. C'est-à-dire, si je vous demande de me soigner, il faut que vous le fassiez, il faut que vous traitiez, quoi. Voilà. Je dois le faire ou vous envoyer un confrère. D'accord. Mais je ne peux pas négliger votre demande de soins parce que c'est mon métier. D'accord. La deuxième chose est, dans une société qui est multifactorielle comme la nôtre, comment gère-t-on en pratique, comment arrive-t-on à réguler l'éthique des expérimentations humaines inacceptables, qui peuvent être liées soit à la curiosité devenue délirante des camps nazis de Mengele, soit, ce qui a été beaucoup plus commun, des essais thérapeutiques qui ont été faits par l'industrie pharmaceutique dans la plus grande obscurité. C'est-à-dire que la plupart des essais thérapeutiques, il vous faut avoir 10 ans pour avoir les données réelles non interprétées. C'est en train de changer aux États-Unis, et c'est eux qui font les conclusions. Il n'y a qu'eux qui voient les résultats. D'accord ? Et donc, c'est d'ailleurs eux qui ont inventé les essais randomisés, en double aveugle, pour qu'ils soient les seuls à voir les résultats. Pardon, Didier Raoult, ça veut dire que ce sont les mêmes qui font les expériences, qui font les conclusions et qui font les interprétations. Ce sont les mêmes. Ceux qui font la manière dont ça se passe dans les essais qui ont été imposés par l'industrie pharmaceutique, c'est de dire, vous ne devez pas savoir quel médicament vous donnez. Comme ça, le hasard ne jouera, le hasard, on supprimera le hasard. Ce qui est idiot parce que les humains sont tous différents. Donc, vous ne savez pas à qui vous donnez quoi. Vous ne le dites pas aux malades, ce qui est vraiment quelque chose qui, sur le plan déontologique, est inacceptable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à un malade, je vous soigne, sans le soigner. D'ailleurs, il y a une avancée qui arrive avec les Chinois qui ont dit, nous ne faisons pas ça. Nous soignons toujours les gens et on leur donne en plus ou on leur donne pas en plus quelque chose. Ce qui est moral. Parce que nous, on a oublié cette morale-là. Donc, il y a des gens à qui on donne ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire théoriquement rien,
d'autres à qui on donne un médicament, vous ne savez pas ce que vous avez fait, et vous envoyez ça à l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique vous trie ça, et elle vous dit un peu ce qu'elle veut à la fin. Parce que c'est elle qui l'analyse. Après, elle paye quelques célébrités pour signer le papier, d'accord ? Et le papier est publié. Ça, c'est le mécanisme de validation des médicaments. Ok. Voilà. Et donc, les gens qui font ça, bien entendu, ceux qui font les expérimentations sont payés, reçoivent de l'argent pour le faire. Ceux qui écrivent sont payés, mais ils ne le disent pas à leurs malades. Donc, leurs malades deviennent des cobayes sans qu'ils leur disent, alors que, théoriquement, vous voyez, quand les gens se sont mis d'accord pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, dans la déclaration d'Helsinki, on ne peut pas inclure un malade dans un essai dans lequel il y a un traitement factice sans obtenir son accord, après lui avoir expliqué qu'il allait recevoir un médicament alors qu'il est malade, dans lequel il n'y a rien. Il faut le consentement éclairé, quoi. Le consentement éclairé. Il faut le consentement éclairé. D'accord. Et ça, moi, je peux vous dire que dans 80% des essais qui sont proposés actuellement en France, l'obligation d'information du malade sur le fait qu'il peut recevoir un médicament qui ne sert à rien et que le médecin touche de l'argent pour faire cet essai n'est pas mentionnée. Elle n'est pas respectée, elle n'est pas mentionnée. Ah ouais. Elle n'est pas dans mentionnée. 80% des cas. Dans 80% des cas. Les gens gagnent de l'argent à faire ces essais. D'accord. Quand vous faites un essai avec un médicament nouveau, nous, les essais qu'on a fait, moi, je ne fais pas d'essais avec les médicaments nouveaux. Donc, personne ne va me payer à faire ça. Je vais imaginer qui va me payer pour donner de l'hydroxychloroquine. Je ne gagne pas d'argent avec ça. Si je fais de l'argent, si je distribue le dernier produit à 10 000 € l'injection, alors là, on va me donner de l'argent pour faire ça. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer. Vous voyez si vous faites du Remdesivir, on vous paye. Si vous faites de l'hydroxychloroquine, on ne vous paye pas du tout. Alors, donc, si vous voulez... Vous n'êtes pas un bon homme d'affaires, hein, Didier Raoult. Vous n'êtes pas un bon homme d'affaires. Non, mais... Non, mais je suis pas malheureux, je suis pas pauvre, je vous rassure. Je gagne bien ma vie. J'ai pas besoin de ça. Donc, je pense qu'il y a, bien entendu, on devrait dire le rapport loyal qu'un médecin doit avoir avec son patient, c'est de lui dire, écoutez, nous ne sommes plus 2, nous sommes 3. Moi, je suis payé par l'industrie pour tester un médicament chez vous. Le dire clairement. Voilà, ça, et donc, ce devrait faire partie des documents qui sont transmis de la main à la main à chaque malade qui est inclus. On devrait lui dire, vous savez, pour ce travail, je vais gagner de l'argent. Et donc, nous ne sommes pas dans un simple rapport de je suis là pour vous soigner. Je suis là pour vous soigner aussi, si possible. Mais si vous prenez le traitement à l'aveugle que je vous donne, je vais gagner de l'argent. Ça simplifierait beaucoup de choses. Transparence, c'est vrai. Et là, c'est pas sûr qu'on arriverait à inclure autant de gens. Hein. On en reparle tout de suite après cette petite pause. Elle est rapide. À tout de suite, Didier Raoult. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Transparence, effectivement, obligation en tout cas de soins, pas obligation de résultats, vous l'avez dit Didier Raoult. Mais justement, on est au fond du problème qui nous a occupés comme jamais et mondialement depuis 3 ans. Je vous avais dit en préparant cette émission, on parlait de ça, on disait mais les gens entendent tout et le contraire de tout, et bon les gens sont pas médecins, sont pas spécialisés, sont pas épidémiologistes ou microbiologistes, ils entendent et on leur enjoint de faire ceci ou cela, au-delà même de la vaccination ou de prendre tel ou tel médicament. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que aujourd'hui, la doxa, la parole, c'est quoi? C'est l'administration? C'est le gouvernement? Comment ça fonctionne? Cette mécanique qui consiste à dire aux gens, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, et on vous donne le tableau et on vous gouverne légèrement par la peur. Quand je dis légèrement, c'est une litote. Alors, je vais vous donner 2 versions différentes. Une version évolutive et une version paranoïaque. Les 2 ont leur intérêt. La version évolutive, c'est qu'il n'y a pas de domaine
qui continue à avoir une progression permanente dans sa performance. Nous avons culminé avec les médicaments, nous avons culminé à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire que si vous regardez les médicaments efficaces, c'est-à-dire pas des médicaments qui répondent à ce que vous voyez, on n'arrive plus à trouver tel ou tel médicament en pharmacie parce qu'ils sont trop vieux, on les élimine. Pour laisser la place à des médicaments nouveaux qui coûteront beaucoup plus cher. Et trop vieux et trop bon marché, c'est ça. Trop vieux et trop bien marché. Donc, on a accumulé un capital de connaissances, un capital de molécules absolument inouï. D'accord ? Mais ce capital de molécules fait que d'ailleurs, on arrive très bien à soigner dans les pays pauvres qui ne s'achètent pas du tout nos molécules hors de prix. On arrive très bien à soigner les gens sans grande différence. Donc, il y a un poids là qui est absolument considérable, colossal, qui est celui de l'innovation thérapeutique. Donc, l'innovation thérapeutique. Donc, si, quand il y a une nouvelle maladie, vous dites, écoutez, on va prendre un médicament qui a 70 ans parce qu'il marche très bien, là, vous êtes dans une situation qui est d'une complexité extrême, parce que ça veut dire comment on va pas pouvoir se gaver sur ce truc-là. D'accord ? En parlant de vous parlez de Big Pharma, bien sûr. Oui, mais Big Pharma, vous savez, si vous regardez la structure du financement de Big Pharma, vous retrouvez tout. D'abord, les rois du monde, c'est-à-dire les fonds de pension américains, Vanguard et BlackRock, qui vont tenir 5% chacun d'à peu près tout. Alors, c'est eux les rois du monde. Hein. Donc, eux, si d'un coup vous dites qu'il n'y a plus de nouveaux médicaments, c'est un problème. Hein. D'accord ? Et donc, ça, c'est un financement qui est massif, c'est le bénéfice sur investissement le plus important actuellement, c'est sur les nouveaux médicaments, dont ceux qui servent à quelque chose, c'est-à-dire qui augmentent l'espérance de vie par rapport à ce qui se passait en 2000, est ridicule. Et c'est ce qui rapporte le plus d'argent, 35% de bénéfices. Si vous regardez le vaccin, c'est encore plus magique parce qu'ils ne payent rien, ils encaissent tout. C'est-à-dire que c'est les États qui financent la recherche pour les vaccins et ensuite c'est eux qui se font payer, qui encaissent, mais de manière qui est inouïe. C'est-à-dire, vous avez bien vu ce truc en Europe où on a vendu pour, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, 80 millions d'euros de vaccins dans une conversation privée entre Madame Ursula et le patron de Pfizer, dont on n'a aucune trace. Mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, de manier des sommes comme ça dans le secret de deux personnes. Pas des millions, des milliards, Didier Raoult. Des milliards. Des milliards. On est en train de parler de 80 milliards. Vous vous rendez compte ? Et on est en train d'en jeter par tonnes parce qu'elle en a tellement acheté. Les gens n'en ont pas voulu parce qu'ils s'en sont rendus compte que l'efficacité de ça était ce qu'elle était, que la cible n'était pas bonne, c'est-à-dire que les sujets jeunes ne justifiaient pas d'être vaccinés, ça n'avait pas de sens. Donc, ça a été des décisions hâtives, prises par une personne seule ou entourée de quelques personnes dont on ne sait pas qui c'est. Et maintenant, quand les gens lui renvoient les vaccins sont périmés et on va les foutre à la poubelle pour des milliards. Donc ça, si vous voulez, c'est pas la peine d'être paranoïaque pour se poser des questions, vous voyez ? C'est vrai. C'est des questions quand même. Donc, il y a un véritable problème. Nous sommes dans un tournant évolutif, si vous voulez. On a réussi pendant quelques années, une quinzaine d'années, les gens qui avaient le plus d'argent à investir là-dedans ont réussi à faire croire que l'espérance de vie moyenne allait passer à 120 ans si on continuait à inventer des vaccins, des médicaments. Mais c'est pas vrai. Pas qu'on s'arrête. On ne sait pas comment faire. Et donc, si vous voulez, la fuite en avant de cette industrie absolument phénoménale qui a des moyens de communication inouïs, des moyens de pression inouïs, il y a cette industrie et qui fait des bénéfices complètement disproportionnés par rapport aux services rendus. Eh bien, c'est la plus florissante qui soit, et c'est une dernière qui reste à l'Occident. Ah oui, c'est encore une des rares choses qu'on sache encore programmer, parce que produire, c'est même pas nous qui la produisons. Hein. Donc on ne sait plus rien faire que de construire des médicaments dont on n'est pas sûr qu'ils servent à quelque chose. C'est un problème quand même. Mais qui rapporte.
Ah, mais qui rapporte. Oui, mais alors justement, comment sortir on avait parlé de ça. On a traité, jusqu'à présent, on traitait de fascistes d'extrême droite, maintenant on traitait de communistes. Oui. Comme je zappe d'un bout à l'autre de l'échiquier. Ça fait partie. Ça fait partie. Vous savez, ces Courteline qui disait passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Donc, c'est pas très grave, ça. Mais parlons justement de comment, alors, ces prises de décision, au fond, on a parlé de cette, effectivement, sans être paranoïaque, de montrer comment ça se passe, mais est-ce que ça peut continuer encore comme ça longtemps? Ne parlons que dans le domaine de la santé, de la médecine, etc. Et cette espèce de, non pas de fuite en avant, mais vous voyez ce qui se passe avec l'OMS, qui dit maintenant c'est nous qui allons tout régenter, enfin, en tout cas, tout se passe comme si on va transférer, comme on avait transféré en Europe un certain nombre de choses, on va transférer à l'OMS toutes les décisions mondiales en matière de santé. Est-ce que c'est quoi? C'est une fuite en avant, ça? Vous savez qui c'est le financeur de l'OMS? Bill Gates. Ouais. Le premier et le troisième, le premier financeur, c'est Bill Gates. Le deuxième financeur, c'est les États-Unis. Le troisième financeur, c'est Bill Gates. Oui, avec un autre nom. Oui, la fondation. La fondation Bill et Melinda. Ouais. Ouais. Et puis un autre, il a deux fondations qui sont les deux plus gros financeurs de l'OMS. Et donc, moi, je vis dans un monde dans lequel je sais que c'est celui qui paye qui décide. Hein. Ouais. Et donc, voilà. Et alors, nous, pour revenir à la France, au cher pays, à notre vieux et doux pays, comme disait le général, on a parlé un peu de l'administration. Comment ça se passe au niveau de l'administration? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle, là aussi, un tel abîme, en fait? Je ne sais pas dire. Si vous voulez, je pense que, globalement, le personnel politique de ces 20 dernières années dans les démocraties s'est dégradé. Que deuxièmement, les gens qui sont très bons s'en vont. Je vous donne des exemples aux États-Unis pour pas vexer les Français, mais il y avait, vous voyez, la présidente de Harvard vient de démissionner. Ouais, elle était tout à fait politiquement correcte. C'était une jeune femme noire avec une épreuve de titre modeste. Qui était faite pour une partie de plagiat de sa directrice. Absolument. Le président avant d'Harvard, c'était une des plus grandes stars des mathématiques du monde, s'appelait Eric Summers. Et ce Eric Summers, un jour, a dit, vous savez, on voit, nous, quand on fait des maths, il y a une différence qui persiste entre le degré de performance des hommes et celui des femmes. Il y a une campagne féministe contre lui, il a démissionné. D'accord ? Donc, on veut pas des grands scientifiques, on veut des gens qui soient compatibles avec la mode de l'époque ou les angoisses de l'époque. Vous savez, quand Biden, j'étais un peu réticent quand j'ai vu arriver Biden, avec Trump aussi, mais enfin avec Biden, je trouvais qu'il était un peu vieillot pour s'occuper de ça. Mais j'ai eu une bonne surprise, il a créé un poste extraordinaire de maître de la science pour Eric Lander, qui est un type qui me rend jaloux sur les H-factors parce qu'il fait partie des quelques personnes qui ont un taux de citation qui est supérieur au mien. Donc, respect. Oui, on a nos propres marqueurs, vous voyez, comme les cyclistes. Moi, nous, on a les citations. Donc, j'ai dit, tiens, mais comment ce Biden est allé chercher ce Eric Lander? Il prend Eric Lander, ça a duré 6 mois. Et Eric Lander a démissionné en disant, écoutez, non, je comprends, je ne suis pas gentil, je harcèle les gens qui travaillent avec moi en leur demandant de travailler, je leur demande trop de travailler, ça n'est pas adéquat et je démissionne. Ouais. Toujours la même chose. Vous ne pouvez même plus avoir les très bons, parce que les très bons vont se retrouver au milieu d'une zone dans laquelle les gens ont l'habitude de glandouiller, si vous voulez, quand on va leur dire, c'est pas comme ça qu'on fait, ils vont tous aller se plaindre, ils ont fait une pétition, et Eric Lander n'a pas voulu atteindre le résultat de la pétition, il est parti. On a un vrai problème là, qui est un problème démocratique, qui est un problème, est-ce qu'on peut encore attirer
ou se servir de ceux qui sont les plus performants, ou est-ce qu'on doit dire tout ça c'est une illusion, c'est pas vrai, c'est des escrocs, ils sont tous pareils, on s'en fout. Bon, enfin écoutez, la réponse évidemment tombe de sens, enfin ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous travailler avec des gens qui n'ont pas la compétence dans ce qu'ils font? On voit très bien les résultats. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Mais vous avez vu le niveau de compétence, nous, qu'on voit au fur et à mesure chez les ministres de la Santé. Enfin, je m'excuse, hein, on a eu une secrétaire médicale, là, une pharmacienne qui avait des conflits d'intérêts avec Urgo. Vous avez eu un historien, Aurélien Rousseau, historien. Rousseau qui est resté 6 mois et qui avait des affirmations qui laissent rêveur. Vous voyez, le vaccin marche toujours, c'est merveilleux. Il ne sait même pas de quoi il parle, le malheureux. Donc, si vous voulez, et vous avez cette espèce de valse, on en est à 6, je pense qu'on sera bientôt à 7, elle ne pourra pas tenir très longtemps, ça là. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a quand même une question. Non, mais Didier Raoult, pardon, vous avez eu un grand scientifique, Olivier Véran, quand même. Un grand scientifique. Non, Olivier Véran n'a jamais été un grand scientifique. Et je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec Agnès Buzyn, mais c'était une scientifique. C'était une professeure de médecine qui a fait des choses, qui a eu des responsabilités. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je n'étais pas d'accord avec elle, et que j'avais un conflit frontal avec son époux, et que son époux avait un conflit d'intérêts familial dans la position dans laquelle il était. Il était directeur de l'ENSEM alors qu'elle était ministre, ce qu'on n'accepte pas dans les pays développés. Hein. Donc, ça a créé un conflit entre nous. Peu importe, elle a été désagréable. Mais est-ce qu'elle était une bonne ministre? Est-ce qu'elle était ministre? Elle a fait un livre dans lequel elle disait que j'étais dingue, quand même. Non. Ah, bah écoutez. Mais elle était. Je l'ai pris comme un compliment, oui. Oui, absolument. Non, mais pour revenir à ça, ce qui est extraordinaire, c'est effectivement comment mais vous avez vu, enfin, on ne sait pas pour parler des noms, mais Delfrécy, qui président du conseil scientifique pendant 2 ans et demi, et qui dit à la fin, oui, bravo, on s'est peut-être trompé, on a eu tort. Et encore, c'est un des rares qui le disent, les autres disent rien du tout. Enfin, c'est... Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, nous, lambda, je veux dire, encore une fois, qui ne sont ni scientifiques ni médecins? C'est quand même fou, parce que il y a quand même un problème démocratique grave, et je parle pas que de la France. Cette espèce de désinformation organisée, de mensonges organisés, ce mentir vrai, est quand même extrêmement éprouvant pour la démocratie. Enfin, si encore on croit à la démocratie. Je sais même pas, si vous voulez, je sais même pas. Le meilleur livre pour qualifier ça, c'est celui de John Toole Kennedy, vous savez, La conjuration des imbéciles, parce que je crois même pas. Il y a de la malice avec l'argent, bien sûr, hein, mais quand vous voyez les décisions de Boris Johnson, maintenant, ça c'est très clair, là, comment ça a été décidé par Boris Johnson, le confinement, vous voyez les conversations qu'il a eues, qui sont transcrites avec son ministère de la Santé, vous tombez de la chaise. Il dit qu'il fait ça pour pas vexer la première ministre d'Écosse. C'est ça le rationnel, vous voyez. Il a dit ça. J'ai pas lu ça. C'est effarant. C'est effarant. Moi, j'ai dit à Delfrécy, quand j'ai démissionné du conseil scientifique, moi, je ne veux pas faire des recommandations qui ne soient pas scientifiques, mais qui sont politiques. Le confinement, c'est politique. Il n'y a aucune évidence que le confinement, nulle part, ne serve à quelque chose. Ouais. Donc, je ne peux pas, moi, cautionner une chose pareille. Ou bien alors, on marque ce qu'ils ont fini par faire. Écoutez, dans un de mes amis, Jean-Laurent Casanova, comme on fait maintenant dans des situations de cette nature, il y a 8 personnes qui pensent que c'est exact, et il y en a 4 qui ne sont pas d'accord, et on marque le nom de ceux qui ne sont pas d'accord, de manière à ne pas se retrouver à être dans un consensus avec lequel on est en désaccord. Vous voyez ? Oui, au moins c'est dit, effectivement. Et ce qui est terrifiant, c'est que quand on voit aujourd'hui où on en est de ce point de vue-là, vous savez, ce qui a quand même trahi, qui est là, il y a une comment dirais-je, une destruction de confiance envers la parole, qu'elle soit politique ou médicale, je parle des médecins de plateau, etc., ce qui est quand même angoissante, parce que si on se dit ceux-là ils racontent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi pour des raisons à la fois de conflit d'intérêts ou des raisons, comme vous dites, d'ignorance crasse ou des raisons de démagogie ou d'orgueil. Ou d'orgueil. Vous ne pouvez pas savoir, moi je voulais plus passer, avant cette histoire, je voulais plus passer à la télévision parce que, je m'excuse, quand on est tête à tête, on peut discuter de manière intelligente, mais quand on est autour d'une table, la plupart du temps, on n'entend que des bêtises et on est obligé de répondre à des bêtises, et donc j'ai cessé de le faire depuis longtemps.
c'est pas qu'on m'ait pas demandé, mais j'ai plus voulu le faire. Là, j'ai considéré que je ne faisais plus ça, mais j'avais ma propre voie d'information qui me permettait de dire ce que je pensais. Je dis pas que c'est la vérité. Moi, je ne crois pas détenir la vérité. Mais je disais ce que je pensais, ce qui m'évitait de répondre à des bêtises. Moi, je ne pouvais pas savoir ce à quoi j'étais confronté sur des plateaux. Mais c'est absolument effarant. Mais il y a des gens dont c'est le bonheur. Ils sont contents quand ils passent sur un plateau. Il y a leur famille, leurs cousins, leurs voisins qui leur disent « Ah, je t'ai vu à la télévision ». Vous ne savez pas ce que c'est l'importance de la gloire. Enfin, vous savez bien que sous les armées de Napoléon, on a fait plus tuer de gens par la gloire que pour l'argent, quand même. C'est vrai. Et la gloire, c'est Légion d'honneur. terrible ce que ça fait aux gens. Donc les gens qui n'ont pas, il faut se méfier de gens qui n'ont pas de gloire par ailleurs, parce que ceux-là, si vous les faire accéder à la gloire, ils ne peuvent plus s'en passer. Vous voyez, ils ne peuvent plus. Moi, j'avais un très bon ami journaliste, s'appelait Jean Kéaillan, qui avait écrit un livre sur les habits neufs du président Mao, et qui à cette occasion était devenu très célèbre. On l'invitait tous les jours sur la télévision pour dire du mal du maoïsme. Et il m'a dit, écoute, c'est affreux parce que quand ça s'est arrêté, si tu veux, j'ai eu un syndrome de manque terrible. C'est une drogue dure. Voulu continuer à dire quelque chose. C'est une drogue dure. On se retrouve. C'est une drogue dure. Absolument, absolument. On se retrouve juste avec la dernière petite pause. Et vous aurez peut-être la parole au 0826 300 300 si vous nous appelez sur le standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h50 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h avec le professeur Didier Raoult que vous recevez, André, et on accueille Isabelle qui nous appelle depuis Asnières. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Et meilleurs vœux. Et bonne année. Eh bien, moi aussi, je vous souhaite une bonne année. Et vraiment, je suis ravie de vous avoir. Monsieur Berkov, merci pour votre émission. Et puis, professeur Raoult, je voulais vous remercier parce que dans cette crise du Covid, je vous ai écouté plusieurs fois et j'ai suivi vos indications. J'ai vérifié par moi-même ce que vous disiez parce que j'ai trouvé ça bien que vous nous demandiez de vérifier, d'analyser par nous-mêmes. Je l'ai fait. Et en plus, je lis l'anglais, ça m'a été très utile. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que vraiment, j'ai pu analyser les choses, voir ce qui se passait dans le monde, voir que vous n'étiez pas le seul à dire certaines choses et que parfois les professeurs, etc., d'autres pays ne comprenaient pas ce qui se passait en France. Voilà. Donc, et votre intervention, je ne sais plus si c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'était vraiment très bien, très, très clair à comprendre. Voilà, donc merci pour nous avoir donné les moyens d'analyser par nous-mêmes les choses. Merci Isabelle. Vous voyez Didier Raoult, que tout le monde ne vous traite pas de tous les noms, hein. Vous voyez. Non, mais ne soyez pas du tout inquiet pour moi. Vous savez, je sais. Le plus gros problème que j'ai, c'est plus que de temps en temps, je souhaite pas être désagréable. Donc, de temps en temps, malheureusement, je dois refuser parce que on me demande je ne sais combien de selfies par jour. Les gens veulent tous me serrer la main. Donc, vous savez, je ne sens pas du tout. Il y a une discordance absolument considérable entre moi, la perception que j'ai de ce que les gens pensent de moi. D'abord parce que tout le monde voit bien que, je ne veux pas et je ne tirerai pas de bénéfice politique de ça. Pourtant, je vous assure qu'on me l'a demandé. Je ne tire pas de financement de ça. Je suis payé par personne pour faire ça. Je fais ça avec mes moyens du bord. On m'a foutu dehors de ma place de praticien hospitalier que j'aurais pu garder pendant 3 ans de plus, que j'aurais fait volontiers. Donc je ne pratique plus la médecine parce que on m'a foutu. Le directeur général a été envoyé spécifiquement pour me foutre dehors ou me faire rétracter les accusations que j'ai maintenues contre Monsieur Hirsch, qui m'a diffamé. Donc si vous voulez, les gens sont assez lucides. Et d'ailleurs, je suis étonné de voir. Alors, je veux pas faire une hiérarchie ou dire qu'il y a une dégringolade de plus en plus notable dans les gens qui maintenant s'occupent du ministère de la Santé. Mais si vous voulez, quand on arrive maintenant comme ministre de la Santé en disant ce vaccin est
est efficace et qu'il n'y a aucun effet secondaire. Aucun effet secondaire. Et n'a pas d'effet secondaire. Ouais. C'est quand même spectaculaire, quoi. Si vous voulez, ça veut dire que c'est les gens qui vivent. On a un vrai problème. Moi je l'ai dit. Il y a un problème de casting actuellement dont je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas s'il est particulier au président ou si c'est une dérive générale du pays. Parce que à force de les embêter, de les contrôler, de leur dire qu'ils ne pouvaient pas avoir de bénéfices, peut-être que maintenant ils ramassent des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Hein. Enfin, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. La qualité actuelle du personnel politique responsable fait peur. Voilà. Honnêtement, ça fait peur. En tout cas, on ne sait pas si ça fait peur à Chantal. Chantal, bonjour, bonne année. Bonjour André. Et pas de salud, et comme on dit chez nous. Donc je suis ravie d'entendre le professeur Raoult. D'ailleurs, dans mon bureau, j'ai sa petite statue qu'on m'a offerte. Oh, ça y est, iconographie maintenant, iconographie. Non, mais je veux dire, ça m'a attiré parce que moi je travaille quand même dans un hôpital. Ouais. Donc j'ai mis sa statue. Alors Chantal, dites-nous ce que vous avez à dire parce que malheureusement on arrive en fin d'émission. Je vais vous dire, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Ils sortent de nouvelles études, alors si j'ai bien compris, au Canada et à Lyon. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on nous sorte un peu des études sur les effets secondaires. On n'arrive pas à avoir de chiffres de la CADA. On n'arrive à rien à voir. Moi, je peux vous dire une seule chose, c'est que les effets secondaires, moi, je ne suis personnel de santé, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Ouais. Le nombre de jeunes entre 35 et 45 ans que j'ai eu dans mon service, avec des AVC, avec des, soi-disant, Guillain-Barré, atypiques, parce que maintenant, ils sont ou atypiques ou auto-immunes. On ne sait même pas poser les diagnostics. On a des tas de jeunes qui ont eu des maladies, je ne parle pas des décès, et ça, personne en France ne fait des études. Par contre, pour faire des études contre le professeur Raoult, alors là, on y va. Là, ils ont les moyens. Donc, s'il vous plaît, ceux qui nous entendent, faites des vraies études sur les effets secondaires. Même Pfizer lui-même a dit que ça ne protégeait pas, qu'il ne savait pas qu'il y avait des effets secondaires. Pfizer lui-même l'a dit. D'accord Chantal. Didier Raoult, alors vous pensez qu'il faudrait peut-être justement se mettre un peu au travail là-dessus ? Si vous voulez, je redoute une chose, c'est que Max Planck disait ça. Max Planck disait la vérité ne triomphe jamais, mais ses adversaires meurent. Ah, c'est belle citation, effectivement. Et donc, je pense que c'est ce qui se passera. C'est-à-dire que je ne vois pas tous ces gens dire, mais vous savez, j'ai pris des décisions à la légère, on avait bu un coup de trop, ou lui faisait ça, et donc moi j'étais obligé de faire ça. Ça s'est passé comme ça, hein, l'histoire du confinement. Boris Johnson avait vu sa copine d'Écosse qui s'est fait virer, et lui s'est fait virer aussi après, et donc les Français ont dit on va faire comme Boris Johnson, et donc tout ça, si vous voulez, comment revenir là-dessus en disant j'ai fait des bêtises, j'ai enfermé les gens, j'ai ruiné le pays, j'ai enfermé des gens pendant des trucs, à la fin on a eu une mortalité, surtout des gens qu'on n'a pas bien voulu soigner. Les gens qui sont morts avaient plus de 85 ans. Bien sûr. Ce qui fait que on nous a vendu un espèce de truc qui allait changer, bouleverser la démographie, et la population a continué à augmenter. La population mondiale a continué à augmenter. En Norvège, il n'y a même pas eu de surmortalité notable pendant toute la période. Donc tout ça, c'était pas vrai. Et au moment, si vous voulez, tout ça, c'est de l'affolement. Et quand on dit, c'est sûr, on en est au point d'être affolé, de dire restez tous à la maison, on ne peut pas vous soigner, et prenez du Doliprane, si vous voulez, là c'est la fin du monde. Eh bien, on va en rester à Max Planck, parce que je crois que ce qu'il a dit, effectivement, est une bonne vérité. Merci Didier Raoult. Merci professeur Raoult d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain en direct avec Céline Alonso à partir de 13h pour la culture. Vous recevrez Georges Niva demain à partir de midi. C'est Alexis Poulain qui sera avec vous. À tout de suite. À demain sur Sud Radio. Et merci.